La veille de Noël, je me suis réveillée dans une maison vide. Toute ma famille était partie secrètement ce matin-là pour des vacances de luxe sans moi. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de ça, j'ai fait ceci. 5 jours plus tard, ils sont revenus et ont commencé à crier dès qu'ils ont ouvert la porte. Je me suis réveillée dans le silence, ce qui, d'accord, n'est pas si étrange en soi. Je suis généralement la première levée de toute façon, mais c'était la veille de Noël et le plan était de partir ensemble l'après-midi pour nos grandes vacances en famille. 5 heures de route, une station de ski dans les Alpes, la famille élargie, des pyjamas assortis, peu importe. Alors, je me suis dit, d'accord, peut-être qu'ils sont allés chercher des viennoiseries ou qu'ils ont oublié des œufs ou toute autre chose qu'on achète en panique avant un voyage. J'ai vérifié l'heure, 9h42. Pas trop tard, pas trop tôt. Je m'attendais à entendre la voix de ma mère dire à quelqu'un de prendre un pull supplémentaire ou ma sœur, Chloé, de paniquer à cause de son lisseur. Au lieu de ça, rien. La lumière du couloir était restée allumée de la veille, ce qui était étrange. Dans l'évier, il y avait une seule assiette. La mienne. Je suis descendue et j'ai regardé autour de moi. Pas de sac près de la porte, pas de manteau, pas de clés accrochées. Pas de voiture non plus dans l'allée. J'ai essayé d'appeler ma mère, Sophie. Son nom n'était pas dans mes contacts. Bizarre, non? J'ai réessayé. Rien. J'ai fait défiler ma liste de contacts. Tous les numéros de ma famille avaient disparu. Pas seulement ma mère, mon père, mes frères et sœurs, même mon oncle, Bernard. Il était censé venir avec nous, disparu. J'ai vérifié l'historique des appels, nettoyé. À ce stade, je pensais, d'accord, soit j'ai complètement perdu la tête, soit j'ai laissé tomber mon téléphone sous la douche et je ne l'ai pas remarqué. Mais le téléphone allait bien. Les applications étaient là. Des conversations SMS étaient encore ouvertes avec des collègues et des inconnus, mais pas une seule trace de ma famille. Puis je me suis souvenu que mon jeune frère, Léo, m'avait demandé d'emprunter mon téléphone la veille. Il a dit qu'il voulait vérifier la météo. Je le lui avais donné sans réfléchir. Pourquoi pas? Maintenant je savais pourquoi. J'ai essayé de composer ce que je pensais être le numéro de ma mère de mémoire. Un homme a répondu, certainement pas ma mère. J'ai demandé si cela appartenait peut-être à quelqu'un d'autre et il a juste dit faux numéro et a raccroché. J'aimerais pouvoir dire que j'ai commencé à paniquer, mais honnêtement, c'était pire que ça. J'ai ressenti cette lente et profonde incrédulité, comme si j'étais tombée dans une émission de caméra cachée, mais personne n'avait eu la décence de crier, piégé. Le frigo ronronnait. Le chauffage était allumé. Ma valise était toujours près de la porte d'entrée, fermée et prête. Je suis restée là, dans mon sweat à capuche et mes chaussettes, et j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune chance que ce soit un accident. Ils ne m'ont pas oublié. Ils m'ont laissé. Je ne voulais pas y croire. J'ai vérifié Instagram, Facebook, rien. Pas de selfies, pas de début de road trip, pas de boomerang, le groupe de discussion logistique dans lequel j'étais, silencieux. Ce qui me disait une chose de plus. Il le cachait. C'était intentionnel. Finalement, je me suis souvenu du numéro de mon oncle Bernard. C'est un homme à l'ancienne et il ne le change jamais. J'ai appelé. Il a répondu, essoufflé. Salut, où es-tu? Dans la cuisine, ai-je dit. À la maison. Il y eut un silence. Puis j'ai entendu du bruit de fond, des gens qui riaient, des pneus qui crissaient sur la neige, un lointain, attends, c'est elle? Oh, personne ne t'a envoyé de message, a-t-il demandé. Non. Un autre rire en arrière-plan, puis la voix de ma cousine, Camille, dis-lui qu'on lui fait coucou. Attends, elle ne savait vraiment pas? Oncle Bernard s'est raclé la gorge. Alors, ils sont partis tôt ce matin, ont changé le plan à la dernière minute, ont pensé que ce serait drôle. Juste une petite blague. Tu connais ton frère, Thomas? Je n'ai rien dit. Il a continué. Ils ont pensé que tu nous rattraperais. Je veux dire, tu as ta voiture. 5 heures, ce n'est pas si mal, non? Puis une voix, qui ressemblait à celle de mon frère aîné, Thomas, a crié,
Honnêtement, c'est plutôt sympa sans la patrouille de sarcasme pour une fois. Ma sœur Chloé a ri. Chut, ne lui dis pas ça. Mon oncle a ri nerveusement. Enfin, tu es la bienvenue si tu veux venir. Les chambres sont payées. Ils ont laissé ton forfait à l'accueil. Il faut juste que tu arrives. J'ai regardé le comptoir de la cuisine, la liste de courses toujours épinglée sur le frigo, écrite de ma main. Oui, ai-je dit. Merci de me l'avoir fait savoir. J'ai raccroché. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je suis juste resté là un moment. Les gens disent toujours que la trahison frappe comme un coup de poing, mais ce n'était pas ça. C'était pire. C'était lent, froid, comme tomber dans un lac gelé et réaliser que personne ne viendrait vous tirer de là. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça. Pas exactement ça, mais presque. Ma famille a toujours eu un sens de l'humour tordu, me ciblant toujours. J'étais celle qui pouvait prendre une blague, ce qui signifie apparemment que vous n'avez pas le droit d'être en colère quand nous vous faisons du mal exprès. J'étais censée partir en voyage. J'ai aidé à payer la location. J'ai payé le Wi-Fi, l'électricité, le gaz. J'ai fait le plein de la voiture la semaine dernière. J'ai acheté des courses pour le trajet. J'ai même rappelé de prendre les médicaments contre les allergies pour le petit ami de ma sœur, qui, d'ailleurs, était invité, et ils sont partis juste pour une blague. Je suis remontée, j'ai ouvert mon placard, j'ai sorti le sac que j'avais préparé, pas la valise près de la porte, l'autre, celle avec les documents importants, les objets sentimentaux, quelques vieilles fiches de paie que je n'ai jamais jetées, juste au cas où. Je me suis assise sur le bord de mon lit, je l'ai refermé et j'ai regardé autour de moi. Je n'ai pas pleuré. Je ne ressentais même pas encore de colère. Cela viendrait plus tard. Ce que je ressentais, c'était que c'était fini. Pas de manière dramatique, juste fini. Comme une page s'était tournée sans moi, et je ne reviendrais pas en arrière. 5 jours plus tard, ma famille rentrerait à la maison. Ils ouvriraient la porte, et ils commenceraient à crier. Cela n'a pas commencé avec les vacances. Je pense que les gens veulent toujours que les histoires comme celle-ci aient un point de basculement clair. C'était le moment où tout a mal tourné. Mais ça ne marche pas comme ça. Certaines choses pourrissent lentement. Je suis la deuxième de 4 enfants. Mon frère aîné, Thomas, à 25 ans, a lancé une entreprise qui a fait faillite et est toujours considéré comme le plus ambitieux. Puis il y a moi, Marie. J'ai 23 ans et je travaille à plein temps depuis mes 18 ans. Puis ma sœur, Chloé, 21 ans, toujours à l'université. Et enfin, le plus jeune, mon frère, Léo, 18 ans, qui vient de commencer sa première année de licence. Nous avons grandi proches en âge, mais pas dans grand-chose d'autre. De l'extérieur, nous avions probablement l'air d'une famille française bruyante, chaotique et semi-fonctionnelle. Mais si vous zoomiez un peu, vous remarqueriez à quel point j'étais souvent la cible des blagues. À quelle fréquence mes affaires disparaissaient ou étaient accidentellement cassées. Comment chaque blague tombait toujours sur moi. Et regardez, une partie de cela était normale entre frères et sœurs, des taquineries, des farces. Je comprends ça. Mais c'est différent quand les adultes s'y joignent. Quand votre mère rit pendant que vos frères et sœurs remplacent les bougies de votre gâteau d'anniversaire par des bougies aromatisées à la sauce piquante. Quand votre père dit « détends-toi ». C'est juste pour rire. Après avoir trouvé vos draps dans le congélateur, c'est difficile à expliquer aux gens qui n'ont pas grandi comme ça. Ça ne semble pas être un gros problème à l'époque. Vous vous dites que c'est juste leur sens de l'humour. Vous devenez l'enfant qui peut tout encaisser. Et puis un jour, vous vous réveillez et réalisez que vous n'avez jamais été dans la blague. Vous étiez la blague. Je ne suis pas allée à l'université. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que quelqu'un devait travailler. Mon frère aîné, Thomas, a essayé de lancer une start-up juste après le bac. Il a dépensé un prêt et la plupart des économies de mes parents avant que ça ne fasse faillite. Mes parents ont appelé ça une « expérience d'apprentissage ». Quand j'ai dit que je voulais travailler et peut-être aller à l'école plus tard, ils ont acquiescé, ont dit qu'ils étaient fiers. Puis ils ont commencé à me donner les factures de services publics. Au début, c'était des petites choses.
Juste l'électricité puisque tu gagnes de l'argent, puis l'eau, puis le Wi-Fi, puis les courses, finalement le loyer, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. C'était il y a 4 ans. Pendant ce temps, mes frères et sœurs sont tous restés à l'école ou sont revenus vivre à la maison. Tous sous la clause, nous sommes encore en train de comprendre. D'une manière ou d'une autre, cette clause ne s'appliquait jamais à moi. Je n'en veux pas au travail. Honnêtement, d'une manière tordue, j'aimais être celle qui tenait les rênes. J'aimais avoir une raison de rester les pieds sur terre, mais c'était comme s'ils ne voyaient même pas ce que je faisais. Comme si c'était juste attendu. Mon jeune frère, Léo, m'a dit un jour, ce n'est pas comme si tu payais vraiment pour tout. Tu vis ici aussi. Ce qui est bien, je suppose. Ma chambre au fond de la maison avec le papier peint qui se décolle et la fenêtre qui laisse passer les courants d'air était mon loyer. Vous voulez savoir la dernière fois que quelqu'un m'a dit merci? Moi non plus. J'ai arrêté de compter. Et pourtant, j'attendais les vacances avec impatience. Nous étions censés tous y aller. La première fois depuis des années que tout le monde, y compris la famille élargie, serait réuni. Ski, feu de cheminée, quelques jeux de société stupides. J'avais même proposé d'aider à les organiser. J'avais suggéré de louer un chalet près du lac au lieu de la station chère. On m'a coupé la parole si vite que j'ai eu l'impression d'avoir suggéré de faire du camping sur un parking. C'est déjà géré, a dit ma sœur, Chloé. Contente-toi d'être là et d'apporter des snacks, a ajouté ma mère. J'ai reculé. Ils ont créé un groupe de discussion sans moi. Au début, j'ai cru que j'avais été ajoutée au mauvais, mais non. Il s'est avéré qu'il y en avait 2. Le principal est celui des 4 pour la logistique, dans lequel j'étais. Le vrai chat, celui avec toutes les mises à jour, les selfies, les blagues entre initiés, n'était pas pour moi. Pourtant, j'ai fait ma valise, payé ma part, pris des congés. J'ai même proposé d'aider à couvrir une partie de l'acompte de l'Airbnb puisque mon frère aîné, Thomas, avait des problèmes de trésorerie et que les frais de scolarité de ma sœur, Chloé, venaient d'augmenter. Cela ne me dérangeait pas. Je voulais être là. Je voulais faire partie du groupe. La semaine précédant le voyage, j'ai demandé à quelle heure nous partions. Nous visons l'après-midi, a dit ma mère, sans lever les yeux de son téléphone. Sois juste prête et bagages faits. J'étais prête des jours à l'avance. J'ai même acheté un nouveau chargeur pour la voiture parce que l'ancien buguait. J'ai refait le plein du tiroir à médicaments, nettoyé le coffre. Des choses stupides qui vous donnent l'impression d'être utiles. De faire partie de quelque chose. La veille au soir, j'ai vérifié 2 fois mon sac et je l'ai laissé près de la porte. Je n'ai pas dit grand-chose à qui que ce soit. Eux non plus. C'était bien. Et puis le soir de Noël est arrivé et ils étaient partis. Pas de mots, pas d'appel, pas d'explication. Juste le genre de silence que l'on n'oublie pas. Ils sont revenus 5 jours plus tard. Je n'étais pas là. Le frigo non plus. Je n'ai pas vu leur visage, mais j'ai beaucoup entendu. Une voisine que j'aidais parfois avec ses poubelles m'a appelé le lendemain. Je voulais juste prendre de vos nouvelles, a-t-elle dit doucement. J'ai vu votre famille revenir. Quelque chose n'allait pas, est un euphémisme. Il y a eu des cris. J'ai entendu cela de plus d'une personne. Le genre de cris qui portent au-delà des allées et font aboyer les chiens. Pas le genre joyeux, pas le genre « bienvenue à la maison ». Le canapé avait disparu. Internet ne fonctionnait plus. La machine à laver et le sèche-linge manquaient. De même que quelques étagères, le micro-ondes, et apparemment mon porte-épices, ce qui a provoqué une dispute à lui seul. Non, vraiment. Quelqu'un a même crié, pourquoi aurait-elle pris la cannelle? Ils ont cru qu'ils avaient été cambriolés. Jusqu'à ce que mon frère, Léo, vérifie les images de la caméra de sécurité et me voit emporter le dernier carton, aussi calme que possible, fermant la porte derrière moi comme si j'allais faire les courses. À ce moment-là, j'étais assise dans mon nouvel appartement, une petite 2e chambre dans l'appartement de ma meilleure amie, Camille. Rien de chic, juste propre, calme. À moi. Je mangeais de la soupe de reste et regardais un film stupide sur une tablette empruntée quand mon téléphone a vibré.
Puis encore et encore. Au moment où je l'ai retourné, il y avait 52 appels manqués. La plupart de ma mère, Sophie, quelques-uns de ma sœur, Chloé, même quelques-uns de mon frère aîné, Thomas, ce qui m'a surpris car je ne me souviens pas de la dernière fois qu'il m'a appelé directement. Puis sont venus les SMS. Où es-tu? Nous appelons la police. C'est fou. Tu es allé trop loin. Tu dois rentrer et arranger ça. Je n'ai pas répondu. Je les ai lus lentement, un par un. Puis j'ai posé le téléphone face contre table et je suis retourné à ma soupe. Je n'avais pas prévu cela, pas au début. Mais après l'appel de mon oncle, Bernard, après avoir réalisé qu'ils étaient tous partis sans moi exprès, riant, plaisantant, pensant que ce n'était qu'une autre farce, je ne pouvais pas rester là et faire semblant que cela ne voulait rien dire parce que ça voulait tout dire. Je n'ai pas fait mes bagages avec rage. Je n'ai pas déchiré la maison en prenant des choses par dépit. C'était plus silencieux que ça. Plus silencieux que cela aurait dû l'être. J'ai pris ce qui était à moi. Ni plus, ni moins. Le frigo qui était à moi. Je l'ai payé quand l'ancien est tombé en panne et que tout le monde a oublié de participer. La machine à laver et le sèche-linge. Même histoire. Acheté avec ma prime il y a 2 ans quand mon père a dit que nous n'avions pas besoin de nouveau. Je n'ai pas discuté. Je les ai juste achetés. Le canapé, à moi. Le micro-ondes, encore moi. Le Wi-Fi, tout était à mon nom. J'ai changé les mots de passe, annulé les comptes, envoyé les résiliations de service pour toutes les factures qui sortaient de mon salaire. J'ai laissé la clé dans la boîte aux lettres et je suis sorti comme si je quittais enfin un emploi pour lequel je n'avais jamais signé. La police est venue 2 jours après leur retour. Pas des sirènes hurlantes, juste un discret coup à la porte de mon nouvel appartement. L'officier était poli. Il avait la quarantaine, l'air fatigué, comme si quelqu'un l'avait envoyé faire une course avec laquelle il n'était pas d'accord. « Votre famille vous a signalé disparu », a-t-il dit. J'ai acquiescé. Il signale également un possible vol. J'ai fait un pas de côté et l'ai laissé entrer. Je l'ai fait asseoir à la petite table de cuisine. Puis j'ai sorti un dossier que je gardais depuis des années. Garantie, facture, reçu, capture d'écran, relevé, chaque article important que j'avais acheté. Je le lui ai tendu sans un mot. Il l'a feuilleté lentement. J'ai regardé ses yeux s'arrêter sur la facture du frigo, le contrat Wi-Fi, l'ensemble lave-linge. Il a fermé le dossier, a posé ses mains dessus. Vous avez vraiment tout ça? J'ai acquiescé de nouveau. Il est resté silencieux un instant. Puis, voulez-vous leur donner votre adresse? Leur faire savoir que vous êtes en sécurité. Non, ai-je dit. Ils n'ont pas besoin de savoir où je suis. Je ne suis pas disparu. Je suis juste parti. Il a fait un petit signe de tête, puis m'a rendu le dossier. Vous n'avez pas d'ennui. Honnêtement, j'aimerais que la moitié des gens que nous appelons soient aussi organisés. Il s'est levé, s'est arrêté à la porte. Vous êtes sûr de ne pas vouloir que je leur transmette un message? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai secoué la tête. Non. S'ils veulent des réponses, ils peuvent essayer de payer leurs propres courses pour une fois. Il m'a adressé un sourire sec. C'est juste. Je pensais que ce serait la fin, mais il n'en avait pas fini. 2 jours après la visite de la police, mes parents se sont présentés à mon travail. J'ai un emploi de bureau standard. Fintech, support client, principalement des feuilles de calcul et des petites discussions. C'est le dernier endroit où l'on s'attend à être prise en embuscade par sa mère. Mais ils étaient là. J'ai reçu un message de l'accueil. Vos parents sont là. Tout va bien? Je suis entrée dans le hall et je les ai vus. Mon père dans son polo habituel impeccable. Ma mère dans son manteau d'hiver et ce regard tendu qu'elle a quand elle essaie de ne pas pleurer ou crier. Il semblait avoir vieilli de 5 ans en 5 jours. Pouvons-nous parler, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Mon père s'est avancé. Tu fais sérieusement tout ça pour une farce? C'est la première chose qui est sortie de sa bouche. Pas, tu vas bien? Pas, nous sommes désolés. Juste, tu es ridicule. Je n'ai rien dit.
Tu dois rentrer à la maison, a dit ma mère. C'est allé trop loin. Nous devons arranger ça. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Vous avez besoin d'aide. Et c'est toujours votre maison aussi. Vous ne pouvez pas juste vous enfuir. C'est là que j'ai parlé. Vous m'avez laissé la première, ai-je dit. Vous vous souvenez? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Mon père a essayé de nouveau, la voix montant, quelque chose sur les factures et la responsabilité et la maturité. Si vous ne partez pas, ai-je dit doucement, j'appelle la sécurité. Ils sont restés là un instant de plus. Ma mère avait l'air stupéfaite. Mon père avait l'air furieux, mais ils sont partis. Pas discrètement, pas avec grâce, mais ils sont partis. Ce soir-là, je me suis assise sur le minuscule balcon du nouvel appartement avec une tasse de thé et une couverture sur les épaules. L'air était froid, mais ça ne me dérangeait pas. Mon téléphone a vibré sur la table à côté de moi. Un autre message vocal. Je n'ai pas regardé. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de me préparer à quelque chose. Je n'attendais pas que quelqu'un crie mon nom ou demande où était le mot de passe Wi-Fi ou exige de savoir qui payait la facture de gaz. Je me suis juste assise là. Laissant le silence être à moi pour une fois. Quelques semaines ont passé. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles d'eux directement. Ils avaient finalement arrêté d'appeler. Ou peut-être qu'ils avaient compris que je n'allais pas décrocher. Quoi qu'il en soit, le silence était agréable. Je l'ai rempli de petites choses, des courses, des dîners calmes, une nouvelle routine de travail qui n'impliquait pas d'être l'homme à tout faire par défaut ou le punching ball émotionnel. Mais le silence ne signifiait pas qu'ils avaient fini. J'ai eu mes nouvelles par d'autres personnes, la voisine, ma cousine Camille. Une fois, même quelqu'un du groupe de prière de ma mère m'a envoyé un très long message très important qui commençait par « Tu ne sais pas à quel point cela a été difficile pour tes parents. » Apparemment, les choses s'écroulaient à la maison. Le Wi-Fi avait finalement cessé de fonctionner lorsque le modem temporaire est tombé en panne de données prépayées. Ma sœur, Chloé, a blâmé mon jeune frère, Léo, de ne pas l'avoir remplacé. Il l'a blâmé d'avoir changé les mots de passe de streaming et de l'avoir bloqué de son profil Netflix. La facture d'électricité était impayée depuis plus d'un mois, et quelqu'un a dû emprunter de l'argent pour éviter la coupure. Le frigo a été remplacé par un modèle d'occasion bon marché qui faisait un bourdonnement constant. Ma cousine Camille l'a décrit comme « triste », ce que je ne lui avais pas demandé, mais merci. Personne ne semblait plus savoir qui était responsable de quoi. D'après ce que j'ai entendu, chaque fois que quelqu'un ouvrait la bouche, cela se transformait en dispute. Le groupe de discussion qu'ils utilisaient pour m'exclure était mort. Personne ne répondait plus à rien. Cela aurait probablement suffi pour que je sache que cela s'effondrait. Que la maison que j'avais soutenue pendant des années avec un travail silencieux et des paiements automatiques était finalement trop lourde à porter pour le reste d'entre eux. Je me plaignais encore de quelqu'un qui faisait réchauffer du poisson au micro-ondes dans la salle de pause du bureau. C'est alors que la sonnette a retenti. J'ai supposé que c'était une livraison. J'avais commandé du liquide vaisselle et de nouveaux draps. J'ai failli ne pas vérifier, mais quelque chose m'a dit de regarder d'abord la caméra de sécurité. Et ils étaient là. Tous les trois. Ma sœur, Chloé, mon jeune frère, Léo, mon frère aîné, Thomas, debout devant l'immeuble comme si c'était une réunion de sitcom. Ma sœur avait même un petit sac de snacks dans une main, comme si elle pensait que c'était une sorte de rameau d'olivier. À ce jour, je ne sais toujours pas comment ils ont eu mon adresse. Certainement pas de ma part, mais j'imagine que cela a demandé des efforts. C'est drôle ce que les gens peuvent faire quand ils sont motivés par le bon genre de panique. Je ne les ai pas fait entrer tout de suite. Je suis restée devant la porte un long moment, puis je l'ai ouverte moi-même et je suis descendue. « Salut », a dit ma sœur, tout sourire et charme décontracté, comme si nous n'avions pas passé Noël dans deux dimensions différentes. Nous étions dans le coin et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas passer ? Bien sûr. Il se trouve que vous étiez dans le quartier d'un immeuble dont vous n'étiez pas censé connaître mon adresse. Je n'ai rien dit. Nous avons parlé, a dit mon frère aîné, Thomas. Nous voulions, tu sais, mettre les choses au clair, arranger les choses,
a ajouté mon jeune frère, Léo, essayant d'être sincère et atterrissant quelque part plus près de l'énergie d'un projet de groupe de lycée. Ils ont demandé s'ils pouvaient monter. Je ne voulais pas qu'ils soient dans mon espace, mais je voulais aussi entendre ce qu'ils essayaient de vendre, alors je les ai laissés entrer. Nous nous sommes assis dans le salon. Ils m'ont offert des chips du sac. J'ai refusé. Ils ont commencé lentement, riant des farces passées, faisant comme si nous n'avions pas réalisé à quel point ça t'avait fait mal, et que nous ne voulions rien dire par là. Je n'ai pas interrompu. Ils ont dit que je leur manquais, que ce n'était plus pareil sans moi. On a même recommencé à faire des soirées-jeux, a dit ma sœur, Chloé, d'un ton enjoué. Comme quand nous étions enfants. Tu devrais venir. C'est là que j'ai commencé à avoir la démangeaison. La sonnette d'alarme parce que nous ne faisions pas de soirée-jeux quand nous étions enfants. Pas vraiment. C'était une chose que j'avais essayé de commencer une fois quand j'avais 15 ans et que j'étais seule. Ils s'étaient moqués de moi. Mais les voilà qui vendaient une nostalgie qu'ils ne possédaient pas vraiment. Et puis est venu le faux pas. Mon frère aîné, Thomas, tendant la main vers son verre d'eau, a dit avec désinvolture, et je veux dire, honnêtement, si tu revenais, ça aiderait juste à stabiliser les choses, tu sais, financièrement. Voilà. La vérité. La raison pour laquelle ils avaient retrouvé mon adresse, la raison pour laquelle ils étaient assis sur mon canapé emprunté, essayant de sourire comme si rien ne s'était passé. Ce n'était pas une question de famille. Ce n'était pas parce que je leur manquais. C'était une question d'argent. De perdre la personne qui payait le loyer discrètement, qui payait la facture Wi-Fi, les courses, les services de streaming, la machine à laver, le sèche-linge, le frigo, le bruit de fond de leur vie. Ils n'avaient jamais pensé à se poser la question. Je me suis levée. Vous devez partir, ai-je dit. Ma sœur, Chloé, a cligné des yeux. Quoi? Vous pouvez finir vos chips dans le couloir, mais vous partez. Mon jeune frère, Léo, m'a regardé comme si je l'avais giflé. Mais nous essayons, a-t-il commencé. Non, ai-je dit, vous essayez de remettre les choses comme elles étaient. Ce n'est pas la même chose. Ils sont partis. Pas en criant cette fois. Pas en tempêtant, juste un silence gênant, confus, fragile, comme s'ils ne s'étaient pas préparés à cette réponse. Comme s'ils pensaient encore que je céderais. Des semaines ont passé. Finalement, j'ai entendu le reste par ma cousine, Camille, à nouveau. Après cette visite, les choses ont empiré. Tout le monde a commencé à se blâmer mutuellement. Mon jeune frère, Léo, a dit que c'était l'idée de ma sœur, Chloé, de me laisser derrière au départ. Elle a dit que c'était mon frère aîné, Thomas. Il a juré que c'était juste une énergie de groupe. Ils ont cessé de se parler complètement. Un par un, ils ont déménagé. Ma sœur a emménagé avec une amie. Mon jeune frère est allé vivre chez un camarade de classe. Mon frère aîné a fait du canapé pendant un certain temps, puis s'est retrouvé dans une chambre louée à 1 heure de Paris. Mes parents, incapables de supporter le loyer seuls, ont vendu la maison, ont emménagé dans une location exiguë dans une ville que personne ne peut prononcer. Le groupe de discussion supprimé. Les dîners de famille disparus. Tout le monde vit des vies séparées maintenant, répartis dans des endroits où ils ne voulaient jamais se retrouver. Personne ne parle. Pas vraiment. Pas les uns aux autres. Certainement pas à moi. L'autre soir, j'ai préparé le dîner avec ma colocataire. Juste des pâtes et de la sauce. Rien de chic. Nous avons ouvert une bouteille de vin bon marché et regardé quelque chose de ringard à la télévision. À un moment donné, elle a levé les yeux et a dit, « Tu souris beaucoup plus ces derniers temps. » Tu le savais? Je n'avais pas remarqué, mais je l'ai cru. Après qu'elle soit allée se coucher, je me suis assise sur le petit balcon, une couverture sur les genoux, une tasse de thé à la main, juste en respirant l'air froid et immobile. Pas de bruit, pas de SMS, pas de poids sur ma poitrine, juste la paix. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste être libre. Et maintenant, je le suis. Ils disaient que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Il s'avère qu'ils avaient raison. J'étais la fondation. Et ils ne l'ont pas remarqué avant que je ne parte. Parfois,
Je me demande encore si je suis allé trop loin. Pas souvent, mais parfois. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.